un podcast ici. Alice a 54 ans, elle est prof d'anglais à Tours, elle travaille énormément, mais parce qu'elle adore ça. Et vous allez l'entendre dans sa voix, c'est quelqu'un d'assez combatif. Disons qu'elle aime que les choses soient comme elle a envie qu'elles soient. Et elle a bien raison. Enfin ça, c'était avant la ménopause, parce qu'Alice s'est retrouvée embringuée dans un parcours du combattant, à passer d'un cabinet médical à un autre, à chercher des solutions sans en trouver, ou quand la science est aux abonnés absentes. Je m'appelle Anna Roy, je suis sage-femme. Ce podcast s'adresse à toutes les femmes et à tous les hommes curieux aussi, quel que soit votre âge ou que vous habitiez. Bienvenue dans Bouffée de chaleur. Parmi les grands thèmes abordés, il y avait la ménopause, ce bouleversement hormonal qui marque la vie des femmes et est parfois très mal vécu. Tout de même, oui, c'est gênant. C'est gênant. Quand même, pas trop grossir, ceci, cela. On a l'impression que quelque chose arrive qu'on ne peut pas maîtriser et qui est fort désagréable. Parce qu'on prend du poids, évidemment, à la ménopause. Nous ne sommes plus à l'époque de Balzac, où la femme de 30 ans était bonne à mettre au rebut. La ménopause, c'est une période charnière dans la vie des femmes et pourtant, c'est l'une des moins documentées. Les études scientifiques, les recherches en cours sont beaucoup moins nombreuses que pour l'accouchement ou la grossesse, par exemple. Alors du coup, ça arrive que les professionnels de santé soient un peu démunis face aux symptômes de la ménopause. Et puis, il en existe encore certains, et croyez-moi, je le déplore, qui considèrent que la ménopause, c'est un petit problème de bonne femme et que de toute façon, c'est comme ça. Bref, qu'on n'a pas besoin de s'en occuper. Pour les femmes qui vivent mal leur ménopause, passer comme ça d'un médecin à un autre sans trouver personne à qui parler et qui écoute, c'est la double peine. Vous allez l'entendre, le témoignage d'Alice, il dit beaucoup de choses. Sur les conséquences psychologiques de cette errance médicale, bien sûr, sur l'impasse dans laquelle peuvent se trouver les soignants eux-mêmes, et puis sur les clichés qui perdurent aussi, sur le fait de prendre des hormones ou pas pour traiter sa ménopause, et puis de tous ces traitements de poudre de perlimpinpin qu'on voit fleurir sur Instagram. Allez, je vous retrouve juste après le témoignage d'Alice pour partager quelques conseils. Avant la ménopause, je suis quelqu'un j'espère sympa. Je suis prof d'anglais. Je travaille énormément parce que j'aime ça, j'aime beaucoup mon boulot, mais j'adore m'amuser aussi. Donc, oui, je sors beaucoup, j'ai des amis, je fais plein de choses avec mes enfants, avec ma famille. Mon objectif a toujours été celui d'être épanouie et il n'a pas changé. J'ai toujours le même objectif maintenant. Quoi qu'il arrive, je suis comme tout le monde, je n'entends jamais parler de la ménopause. Et quand on en entend parler, c'est souvent des discours très discréditants, qui ont tendance à dire que les femmes sont pénibles et en plus, elles sont encore plus pénibles quand elles ont leur ménopause parce qu'en gros, elles font leur cinéma avec leurs soi-disant symptômes de je sais pas quoi. Et moi, je suis hyper féministe, mais je suis forcément perméable à toutes les bêtises qu'on entend en permanence. J'ai une de mes amies qui m'avait dit: mais moi, en fait, je suis persuadée que c'est psychologique. Et qu'en fait, en gros, la ménopause, c'est là si on la laisse venir. Mais si on décide qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Moi, j'avais trouvé que l'idée, alors, était certes complètement con, mais ça m'arrangeait bien. Donc, je me suis dit, ça va être ça. Moi, après tout, je ne suis pas du genre à me plaindre, je ne suis pas toujours en train de gna-gna-gna. Donc, j'aurai rien. Moi, ma ménopause, elle n'a pas été naturelle. Déjà, ma ménopause a commencé par une opération. Le gynéco en 2023 me dit « Bon, vous avez un petit fibrome, c'est pas méchant, on va le laisser là, il est bien. » Et en 1 an, il a explosé. Il avait la taille d'un bébé. Enfin, ça équivalait à une grossesse de 4 mois. Donc, ça devenait gênant, ça appuyait sur la vessie. Enfin, c'était disgracieux. Il dit « Vous avez raison, il n'est pas bien. Si vous voulez, on l'enlève. » Et puis là, je lui dis écoutez, moi, je ne suis pas ménopausée, mais étant donné que ça ne devrait pas tarder, vu l'âge que j'ai, parce que j'avais 53 ans, et donc je lui dis, qu'est-ce que vous diriez qu'on m'enlève tout, puisque comme c'est des nids à cancer, les ovaires, le col de l'utérus, et que j'en ai clairement plus besoin. Moi, j'étais à risque au niveau du cancer du col de l'utérus, parce que j'ai eu le papillomavirus, donc j'étais à risque.
Donc c'était quelque chose que j'avais en tête. J'étais obligée de faire des frottis tous les ans. C'est un truc où je me suis toujours dit, il y a des chances que je meure de ce truc-là. Le gynéco, à ce moment-là, me dit, il n'y a aucun problème, on vous enlève tout ça. Quand vous allez quitter l'hôpital, vous repartirez avec des hormones synthétiques pour compenser. Donc, ne vous inquiétez pas. Moi, je sors hyper agaillardie en me disant, super. Donc, en fait, je vais faire comme a fait ma mère. On va me donner des hormones et puis il n'y aura pas de souci. Voilà. Ensuite, j'ai rendez-vous avec la chirurgienne qui me dit quasiment rien. Parce que moi, il suffit de me dire un truc une fois. Comme le gynéco m'avait dit, vous aurez des hormones. Bon, du coup, moi là, je n'ai même pas songé à poser la question parce qu'on m'avait dit ça. Donc pour moi, c'était acté. J'ai effectivement pris une décision et j'ai décidé de ma propre ménopause, qui est assez rare. Et ça m'a donné effectivement du pouvoir sur mon corps, ce qui est toujours agréable d'avoir du pouvoir sur son corps. On aime bien quand même maîtriser son corps. Et c'est vrai que du coup, je n'ai pas subi ce truc, je l'ai demandé moi. Et en fait, je me retrouve à le subir évidemment. Début novembre 2024, je me fais opérer de ce fibrome et donc en même temps, je me fais enlever les ovaires et l'utérus. L'opération se passe très mal puisque je fais une hémorragie sur la table d'opération, que je me fais donc réopérer dans la foulée. Donc en fait, pour moi, les premiers symptômes, ils arrivent tout de suite, mais je ne peux pas vraiment vous le dire puisque c'est imbriqué avec toutes ces douleurs post-opératoires. Voilà. Mon principal problème, le principal symptôme de la ménopause, c'est les insomnies. Il est évident, quand vous êtes en post-opératoire, vous ne dormez pas. Donc, en fait, je ne sais pas qui était réellement responsable de ces premières insomnies. Avant la ménopause, j'ai rarement des insomnies. Je fais des mauvaises nuits, mais je n'ai pas des insomnies. Après, dès la ménopause, c'est une insomnie toutes les nuits. C'est-à-dire que je fais des nuits de 3 heures, tous les jours. Mais moi, je ne m'en rends pas compte puisque comme je suis en arrêt, et que je ne travaille pas, je me dis, parce que je suis encore hyper, visiblement, optimiste, voire hyper naïve, je me dis, mais c'est parce que je ne travaille pas, je ne suis pas fatiguée. Donc je ne dors pas, c'est normal, je ne suis pas fatiguée. Je pensais que les effets de la ménopause, c'est-à-dire les insomnies, s'arrêteraient quand je retournerai au travail fin février 2025. En fait, pas du tout. Les insomnies ont continué à en faire qu'à leur tête et à me pourrir la vie, pour le coup. Et à me laisser épuiser. J'ai dû bosser 3 semaines comme ça. J'ai fait mes 3 premières semaines de boulot. Du coup, je dormais sur mon bureau entre midi et 2. Enfin, c'était n'importe quoi. Parce que le fait de ne pas dormir, ça vous change complètement. Ça vous modifie complètement. Déjà ça, quand vous êtes fatigué, vous n'êtes pas vous-même. Enfin, vous êtes une mauvaise version de vous-même, en fait. Moi, je préfère être la bonne version de moi-même, quand même. Très vite, vous avez des bouffées de chaleur. Ça, vous ne pouvez pas dire que c'est la post-opératoire qui vous fait ça. En fait, la thermorégulation est complètement bafouée, détruite. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Vous avez chaud, vous avez froid, vous êtes trempé, vous êtes glacé. Vous pouvez avoir chaud et froid en même temps. Je ne pensais pas que c'était une sensation qui était possible. Au moment où je reprends le travail, je vais voir mon généraliste et je lui explique mon problème. Bon, il est pas spécialement concerné. Il me dit oui, comme d'hab, ok. Il me donne de ces gélules qui coûtent extrêmement cher, qui sont en vente libre dans les pharmacies. Les labos pharmaceutiques se font, à mon avis, beaucoup d'argent avec ce genre de petites pilules où il y a des petits mélanges de vitamines, il y a du zinc, il y a du magnésium. Alors moi, je me dis, super, voilà, ok, j'essaye le truc, pareil, je suis hyper motivée, j'y vais. Alors, ça calme un peu les bouffées de chaleur. J'en ai beaucoup moins qu'au début. Par contre, les insomnies, rien. Rien du tout. Ça ne fait rien du tout. Je vais voir le deuxième. Le deuxième médecin, c'est lui qui me donne des somnifères. Et il m'a dit, surtout, n'en abusez pas parce que on peut devenir dépendante. Donc, en fait, je me suis dit, ok, donc ça veut dire que moi, il faut que je trouve une autre solution puisque les somnifères, c'est qu'une bouée de sauvetage. Je ne peux pas prendre des somnifères tous les jours. Je vais devenir accro. À ce moment-là, je suis hyper en colère et je suis hyper indignée parce déjà, on m'a pas prévenu, effectivement, que je repartirais sans hormones parce que effectivement, en fait, on m'a dit, mais les hormones, vous plaisantez, on n'en donne pas. On en donne qu'en cas vraiment d'extrême. Alors d'extrême, je sais pas quoi d'ailleurs. Visiblement, c'était pas assez extrême, moi. Mais ce qui m'indigne, c'est que j'aurais aimé effectivement d'être prévenue des symptômes possibles et puis j'aurais aimé qu'on me donne d'autres solutions parce que moi, on m'a laissé partir sans aucune solution. On m'a dit, bon vent.
Allez-y. Alors, déjà, je vais faire beaucoup de recherches sur Internet et je vais aussi beaucoup en parler autour de moi. Parce que généralement, les meilleures informations, on les tient des gens qui sont autour de nous. Sauf que comme c'est un sujet tabou, personne n'en parle. Mes copines, ça m'a plus surprise qu'autre chose. Non, ce qui me révolte, c'est plus les aînés. Les aînés, enfin, je veux dire, les gens qui nous éduquent, enfin, genre, ma mère, ma tante. En fait, elle ne voit pas le problème. En fait, alors, encore une fois, ma mère, elle a pris des hormones pendant 10 ans. Ma tante, je crois aussi. Elles n'ont pas eu ces problèmes-là, en fait. Elles les ont pas eus. Donc, ces problèmes n'existent pas. J'ai acheté des livres, je me suis abonnée à des pages sur les réseaux sociaux. Enfin, bon, j'ai fait comme tout le monde. J'ai enquêté comme en 2025. Et puis, en regardant des vidéos sur Insta, j'ai vu qu'il y avait pas mal de naturopathes qui traitaient des symptômes de la ménopause. Alors déjà, j'ai pris plein de notes, donc j'ai regardé ce qu'elles donnaient à leurs patients. Et puis je me suis dit, c'est super, moi je vais trouver une naturopathe et puis elle va du coup me faire un truc un peu adapté. Parce que bon, là, c'était générique, c'était sur Insta. Bon, après, je suis allée voir une naturopathe et effectivement, en fait, je suis venue en lui disant, j'ai des insomnies, je voudrais pouvoir dormir. Et en fait, je suis repartie avec quelque chose pour me nettoyer des produits anesthésiants qui, d'après elle, étaient encore toujours dans mon corps. Voilà. Et puis, un truc pour me détendre le système nerveux. Bon, voilà. C'était des herbes de figuier, de macéré, de je sais pas quoi. Enfin, bref. Je prends ces trucs-là pendant un mois, puis la conclusion, c'est que ça fait rien. Donc, du coup, j'ai continué de chercher. Après, je suis allée voir la sage-femme. C'est tout de suite une autre approche que le gynéco ou que le chirurgien ou même que le médecin, parce que le tabou, elle connaît pas, c'est pas son truc, elle dit les choses. C'était très, très bien, mais en fait, je suis arrivée, moi, alors j'avais énormément de colère. De toute façon, j'étais habituée à ce qu'on trouve pas de solution. Elle m'aurait dit, j'ai pas de solution. D'ailleurs, elle avait pas de solution. Et ça ne m'a pas surprise, mais je pense que, ouais, en fait, effectivement, il y avait une accumulation de frustration à force de voir des gens qui ne répondaient pas à mon problème, que effectivement, peut-être que j'étais un peu énervée ce jour-là. C'est possible. Et je crois que je vais faire un petit peu peur. Je suis assez cartésienne, tout ça, et c'est vrai que moi, ce que je voudrais, c'est une petite pilule magique, quoi. Quand vous avez mal à la tête, vous prenez du Doliprane, vous avez la ménopause, vous prenez de la mélatonine, je ne sais pas quoi, ou de la ménopausine. On pourrait fabriquer un truc comme ça. Je comprends même pas que ça n'existe pas. Mais la ménopausine, ça devrait exister, franchement. Bon, ça n'existe pas. Je me suis dit, peut-être elle connaît le nom du labo qui fait la pilule qui va me permettre de dormir correctement. Elle ne connaissait pas, voilà. Parce qu'en fait, il n'y en a pas. C'est pas de sa faute. Du coup, moi, je me suis mis à lui ressortir des études, des trucs que j'avais lus. Le dernier magnésium ou la dernière vitamine C qui est hyper efficace, ou tout un tas d'autres choses comme ça, la mélatonine, oui, non, tout ça. Et en fait, elle m'a dit à un moment, elle m'a dit, en fait, si vous pouviez me donner vos tuyaux, parce qu'en fait, là, visiblement, vous en savez plus long que moi, ouais. Pas de solution, donc c'est du DIY, hein, on va fabriquer nos petites recettes nous-mêmes. Je pratique beaucoup la mélatonine. Je sais pas si c'est efficace, mais je continue, je persiste pour l'instant. Peut-être qu'il n'y a qu'un effet placebo, j'en sais rien. Moi, je me fais une tisane de grand-mère voilà, c'est pareil, la verveine, tout ça, la camomille, je sais pas si ça marche. Mais bon, ça peut pas me faire de mal, boire un truc chaud et me coucher. Je prends effectivement de la vitamine C et du magnésium tous les matins. Ça, je pense que ça par contre, je pense que ça marche. Je prends un peu de zinc aussi de temps en temps. Bon, là, je m'excuse d'avance pour ce que je vais raconter. Parce que là, dans le tabou, on est pas mal quand même. En fait, j'ai vu un truc sur les remèdes de grand-mère. Ça s'appelle la cryothérapie. Donc, c'est la thérapie par le froid. Alors, la première fois que vous voyez une vidéo comme ça, vous vous dites « Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Et puis, en fait, vous vous dites « Bon, après tout, pourquoi pas ? De toute façon, ça peut pas me faire de mal. » Donc, en fait, c'est des protège-slips en tissu. Donc, que vous mettez comme une serviette hygiénique lavable, là, avec des petits clips en dessous, là, pour que ça ne tombe pas de votre sous-vêtement. Et en fait, c'est des petites poches
Mais comme vous mettez dans votre congélo et puis après dans votre glacière, c'est pas les gros trucs bleus et carrés parce que ce serait compliqué dans la culotte. Alors ça fait marrer tout le monde et moi la première évidemment. C'est trop bizarre comme sensation, pas du tout l'habitude. Hein. Et en fait, quand la canicule est arrivée, je me suis dit, ménopause plus canicule, ça va pas être possible en fait. Je vais crever, ça va pas marcher. Parce que vraiment, la ménopause pendant la canicule, vous avez des bouffées de chaleur au carré. Ça s'annule pas du tout en fait. Ça, vous avez juste encore plus chaud, si c'était possible. Donc, je me suis dit, au pire, voilà, quoi, ça va me faire frais. Et alors, mission totalement accomplie, ça fait frais. Je ne sais pas si ça a le moindre effet. Parce que, soi-disant, ça vous met un petit coup de boost. Et puis après, ça vous détend le système nerveux, tout ça. Peut-être. Moi, je préfère en faire trop que pas assez, quoi. Je me dis dans le tas, il y a bien des trucs qui vont s'avérer efficaces. Ouais, je veux gagner cette bataille-là, ouais. J'ai renoncé d'avoir une réponse médicale, mais j'ai renoncé ponctuellement, là. Je vais relire un article sur quelque chose ou je vais revoir... Parce que toutes mes antennes sont sorties, donc là, oui, ponctuellement, là, maintenant, je suis pas en train de chercher... je bricole mes trucs de mon côté, mais je vais rebondir dès que je vais voir une ouverture quelque part. C'est sûr. Huit mois après le déclenchement artificiel de ma ménopause, du coup, je vais plutôt quand même bien. J'en suis à 2-3 insomnies par semaine. Et c'est bien. Bah oui, parce qu'avant, c'était toutes les nuits. Donc c'est bien. Non, mais parce que je sais que du coup, on peut faire mieux. Enfin, je veux dire, disons qu'on est en voie de progression, quoi. Je vais vers le mieux. Et ça, c'est quand même cool. Merci beaucoup à Alice pour son témoignage. Comme je comprends son indignation, bon sang de bonsoir, mais elle a tellement raison de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot face à sa situation. Alors, après l'avoir écouté, j'aimerais vraiment vous dire qu'il ne faut pas hésiter à aller frapper à la porte d'un autre médecin, d'une autre sage-femme, d'un autre gynécologue. Vous n'êtes pas marié avec nous. Si vous n'êtes pas satisfaite, il faut savoir changer. Ce n'est pas impoli, ce n'est pas malvenu. Et puis, de toute façon, c'est intéressant d'écouter plusieurs sons de cloche. Ça permet de se faire un avis en conscience et surtout, parfois, de trouver enfin une solution à son problème. Mais quand même, je tiens à dire que parfois, on a de la chance et on tombe sur la perle qui nous convient directement au premier rendez-vous. Ça existe. Le fait qu'il y ait très peu d'infos à destination des soignants et des autres sur la ménopause, c'est un fait. Vraiment, il faut imaginer. Et en fait, c'est pas de la paranoïa mal placée, mais je vous assure que la ménopause n'intéresse guère le champ de la santé de la femme. C'est pas la seule période. Le postpartum aussi, et aussi les histoires de règles, etc. En fait, grosso modo, c'est quand les femmes n'ont pas d'enfants à donner. Et d'ailleurs, moi, je trouve que la phrase qui m'a le plus marquée dans son témoignage, c'est quand un soignant lui dit, je trouve ça extraordinaire, c'est à peine croyable, « bon vent ». Et ce bon vent, on l'adresse aussi aux femmes quand elles sortent de la maternité. On leur fait croire qu'elles ont accompli l'essentiel en étant enceintes et en ayant accouché. On leur dit « bon vent ». Et c'est exactement la même chose. Mais je trouve qu'il est particulièrement typique. Alors, Alice, on l'a entendu, comme elle ne trouve pas de solution auprès de ses pros de santé, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va sur Instagram. Et on pourrait dire « ah, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas bien, c'est pas bien ». Et moi, je vais peut-être vous étonner, mais en fait, je la comprends très bien. Mais le problème, c'est que sur Instagram, il y a à boire et à manger. Il y a des choses géniales et il y a des choses qui sont vraiment pourries. Donc, qu'est-ce que je peux vous recommander d'aller voir ? Vous avez des sites officiels, vous avez bien sûr l'INSERM, vous avez le site Amélie, vous avez le site Gemvi, Gemvi. Vous avez sur Instagram spécifiquement Mesdames Média, Chaud Dedans, Alléjose, Sophie Kuhn, Omena, enfin, il y a plein d'autres choses. Mais d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais lancer un appel, c'est que les femmes qui sont en ménopause ou les femmes qui ont plus de 45 ans, investissez le champ d'Instagram. Faites exactement comme il y a 10-15 ans, les femmes ont fait en postpartum. Parce qu'en fait, en postpartum, par exemple, c'est très net. C'est cette poussée populaire, c'est le fait que les femmes disent qu'elles voulaient que ça change, qui ont fait que ça a bougé après, nous, scientifiquement. Donc vraiment, investissez. Et non, il y a des choses géniales sur Instagram, pas que, mais il y a des choses géniales.
Alors Alice, par exemple, elle a vu que sur Instagram, elle pouvait mettre du froid dans sa culotte. Alors là, c'est anecdotique. Pourquoi ? Parce que ça ne peut pas faire de mal. Donc, moi j'ai envie de dire, elle essaye, ça lui fait du bien, elle est contente, je suis contente en tant que pro de santé. Mais le problème, c'est que parfois, il y a des choses qui dépassent bien ce froid dans la culotte et qui peuvent être des remèdes avec des plantes. Et par exemple, les plantes, en fait, ne pensez pas que les plantes sont complètement inoffensives. Les plantes, ça peut être utilisé, c'est des principes actifs de médicaments, par exemple, qui peuvent être très efficaces. Par exemple, les chimiothérapies, ça vient par exemple d'un arbre. Qui dit plante dit pas inoffensif. Il peut y avoir des recommandations sur des gens qui disent d'arrêter de manger. Enfin, je sais pas, il peut y avoir des choses très farfelues sur Instagram, mais pas que. Donc, faites vraiment attention à ce qui circule sur Instagram. Vraiment, dirigez-vous plutôt vers des comptes comme on a parlé là. En fait, ce qui est très compliqué, c'est que y a des choses à la fois qui sont dites potes de parlimpinpin, mais qui marchent très bien. Par exemple, l'alchimie, le gâtillier, l'onagre, etc. C'est des choses qui vont très bien marcher. Mais pas n'importe comment. En fait, il faut être vraiment conseillé. On oublie souvent que les pharmaciens, d'ailleurs, les pharmaciens, allez voir vos pharmaciens, ils en connaissent un rayon, ou demandez à une sage-femme ou un médecin, mais faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Rappelez-vous que la poudre de perlimpinpin, parfois, n'est pas du tout de la poudre de perlimpinpin. À l'inverse, et je voudrais quand même en parler, il y a un truc qui marche très bien, c'est l'effet placebo. Alors, c'est beaucoup critiqué par la médecine conventionnelle, mais de fait, l'effet placebo existe, et l'effet nocebo aussi. Et donc, en fait, il y a des choses... Moi, j'y crois pas en tant que soignant. Je dis, parce que... Mais n'empêche que ça marche chez les patients. Donc, tant que ça ne fait pas de mal, pourquoi pas, puisque je sais que l'effet placebo marche. Alors, les compléments alimentaires, quand j'ai commencé ma pratique il y a 10 ans, j'aurais dit c'est absolument scandaleux, on ne peut pas remplacer le fait de bien dormir, de bien manger, de faire du sport avec des pilules miracles. Aujourd'hui, et je vous invite à aller voir le compte d'ailleurs sur Instagram de Guillaume Font, du docteur Guillaume Font. En fait, il y a vraiment des gens qui sont carencés en vitamine D, qui sont carencés en magnésium, qui sont carencés en zinc, etc. Et dans ce cas-là, les compléments alimentaires vont être vraiment salvateurs. Le problème, c'est de donner un complément alimentaire, je ne sais pas, pour retrouver sa jeunesse, où il y a des quantités qui sont standards et pas adaptées à la personne en elle-même. Ça, non, j'y crois pas. Ça, si vous comptez là-dessus, je vous le dis, je ne suis pas sûre que ça marche. Par contre, se supplémenter à bon escient après un bilan sanguin, ça, j'y crois vachement. Je crois beaucoup à la supplémentation, j'y crois beaucoup. Moi, je vois que les patientes, ça les améliore vraiment. Et surtout, et plus que jamais, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez nous suivre ou vous abonner, notamment sur l'application Radio France. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Vous venez d'écouter Bouffée de chaleur, un podcast ici. Prise de son, Farzad Chagoli. Mixage, Farzad Chagoli. Journaliste, Virginie Vandeville. Production, Clémence Olivier, studio de création ici.